Martine et Claude, pouvez-vous nous parler de l'impact des mesures gouvernementales telles que la création de ZPCA, les dispositions de destruction dans le PLU, la réglementation des ouvertures dominicales, le FISAC, les mesures de protection des centres-villes et la limitation des périodes de vente. D'accord. Donc, pour les zones de prévention de sauvegarde du commerce de proximité, alors c'est ça où ils ont réussi à tourner la difficulté, c'est que pour nous, pour les commerçants, la définition du commerce de proximité, on entendait les commerces qui fabriquaient sur place, hein, les circuits courts, les boulangers, les bouchers. Voilà, c'est ça qu'on appelait dans le temps les commerces de proximité. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont redéfini la notion du commerce de proximité. Et la grande distribution, après avoir détruit tous les centres-villes, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est revenue s'implanter avec des petites surfaces, des petits formats en plein centre-ville, et ils se disent aujourd'hui des commerces de proximité. Donc, vous avez Carrefour City, Auchan à 2 pas, vous avez toutes leurs petites enseignes comme ça qui reviennent, alors que ce ne sont plus des produits qui sont manufacturés sur place, qui permettaient d'avoir des emplois, hein, les bouchers, les charcutiers traiteurs et tout ça, et qui n'ont plus aujourd'hui, c'est la grande distribution qui est revenue dans les centres-villes, elle n'a plus la définition de circuit court, puisque c'est exactement le même principe que les hypermarchés. Alors ça, c'est pour la définition de la sauvegarde du commerce de proximité, hein, ce dont vous parliez. Hein. Donc, on voit bien que l'impact, eh bien, ils ont détourné, ils ont fait revenir la grande distribution en centre-ville, au lieu de protéger justement tous les métiers, tous les savoir-faire. Alors, donc après, concernant la restriction qu'on aurait pu obtenir des PLU, eh bien là, c'est pareil, hein, certains élus locaux, parce que je vais pas dire que ce sont tous les élus locaux, mais vous avez un bon nombre d'élus locaux qui s'assoient justement sur la réglementation de leur PLU, puisqu'ils savent que de toute manière, personne ne peut attaquer, puisqu'on n'a pas de droit de cours. Alors, l'ouverture du dimanche. Alors, on a travaillé des années sur l'ouverture du dimanche avec plan de campagne, puisque avant, il y avait des arrêtés de branche qui permettaient de demander l'application du repos dominical. Mais qu'est-ce qu'a fait encore tous les lobbies, toutes les grandes enseignes qui a à plan de campagne? Ben, ils sont allés voir le député Maillet parce que c'est lui qui a porté la loi sur les lobbies sur l'ouverture de dimanche. Et donc, lui, il a créé la puce, enfin le puce, comme on veut. De toute manière, c'est plus qu'une puce parce que ça nous démange. Donc, c'est les périmètres d'usage de consommation exceptionnelle. Donc, c'est-à-dire comment on va exceptionnellement un plan de campagne quand on voit le nombre de personnes qui sont toujours jouées, enfin bref. Mais revenons sur les conséquences, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est on dénonce quelque chose, mais maintenant, il faut voir les conséquences. Ben, les conséquences sur le plan de campagne, l'ouverture du dimanche sont très importantes, puisqu'avant, il y avait quand même des fermetures. Tout n'était pas ouvert à plan de campagne le dimanche. Et puis, il y avait le dimanche, fermeture du lundi, fermeture du mardi matin. Donc, même s'ils étaient ouverts le dimanche, il y avait 1 jour et demi de compensation pour aller dans les centres-villes. Mais là, les conséquences sont très, très importantes parce qu'ils sont ouverts maintenant 7 jours sur 7. Tous les commerces de centre-ville avoisinantes, on le voit bien à Marignane et tout ça, sont désertes le samedi après-midi et le dimanche, des vraies villes mortes, même en période de fête. Nous, on a vu la veille de Noël, Marignane, à 4 heures, tous les magasins étaient fermés. Il n'y avait plus de magasins d'ouverts en centre-ville au moment des fêtes. Pas une personne en ville. Pas une personne en centre-ville. On a pris une photo. Donc, après, bon, ben, les grandes enseignes, comme ils ne respectent rien, aucun remords sur la destruction de la vie familiale, parce que c'était ça notre attachement à l'ouverture du dimanche, c'est-à-dire on disait, attendez, toutes ces femmes qui ont des enfants, il n'y a plus de repas familial, parce qu'on leur dit, mais vous allez avoir votre lundi, mais quand on a des enfants, on veut se voir le dimanche. Donc, toute cette vie familiale, ils se sont assis dessus aussi. Ils embauchent des étudiants le dimanche, c'est-à-dire que la participation, parce que ça, c'est des employés qui nous l'ont expliqué, tout le chiffre d'affaires qui est fait avec les étudiants le dimanche n'est pas répercuté sur
les employés, puisque c'est un chiffre d'affaires qui n'est pas fait avec les employés, mais avec avec les étudiants. Hier. Donc, on déshabille Paul pour habiller Pierre. Nous, on dit toujours que les étudiants, ben, au lieu d'étudier, parce qu'ils ont des bourses, ils ont des aides pour étudier, mais ils ne se reposent pas, puisqu'ils ils vont à l'école le lundi, mardi, mercredi. Après, le samedi, dimanche, ils sont dans la grande distribution. Et ces étudiants devraient, nous on le dit, deviennent les esclaves des consommateurs qui, eux, refusent de travailler le dimanche. Parce que quand vous allez, par exemple, on est allé dans une mairie, on voulait un document, on nous a dit oui, mais la personne n'est pas là. Eh ben, je dis, on va venir dimanche. Eh bien, on lui dit on va venir dimanche. Ah ben non, pas le dimanche. Ben, j'ai dit vous allez bien un plan de campagne le dimanche. Elle m'a dit oui, mais c'est pas pareil. Vous voyez, voilà. Ah, vous Donc, avez un bel exemple. Ok. voilà. Travaillez le dimanche pour les autres, mais pas pour vous. Voilà. Alors maintenant, parlons du FISAC. Eh bien, le FISAC, au fil des années, il s'est devenu vraiment une peau de chagrin. Le FISAC est distribué au moment de la loi sur la loi de finances. Hein. Les mesures de protection des centres-villes, une fois les subventions accordées, ben, pareil, il redonne encore des autorisations en périphérie ou dans les périmètres de sauvegarde. Nous, on a vu même des communes où ils avaient obtenu le FISAC. Ils ont dit non, on refuse le FISAC, on préfère une grande surface. Vous voyez où ils en sont. Hein. Alors, quant aux soldes, alors ça, les soldes, c'est encore une fumisterie. Alors, je parle je parle pas des commerces de proximité, je parle des grandes surfaces, de la grande distribution, des grandes enseignes de soldes. Alors, quant aux soldes et des magasins d'usine, hein, ben, c'est la machine aux poudres aux yeux. Les produits sont fabriqués spécialement à cet effet. On détourne le principe de la loi sur les soldes, c'est-à-dire qu'on doit avoir les produits 3 mois avant, les factures payées et tout ça. Le consommateur, lui, croit faire des affaires, mais en réalité, c'est l'effet Canada Dry. Hein. Vous croyez que c'est vous croyez que c'est un produit soldé, mais arrivé là, c'est une fabrique exprès pour leur solde, la solde des bonnes affaires. Ce n'est pas le même produit qui est vendu en boutique par la même fabrication. C'est-à-dire que les gens, ils achètent un produit comme ça dans les villages de marque. Ils vont aller voir après dans une boutique en disant « Oh là là, j'ai fait des affaires ». Mais en définitive, quand on regarde où sont fabriqués les produits sont pas fabriqués au même endroit. J'ai même mis la référence, hein, si vous voulez. Voilà. Voilà, donc tous les effets, ben, c'est détourné, c'est détourné. Tout ça, c'est pipé. C'est pipé d'avance. Voilà. Nous, je l'ai vu personnellement. Hein. Moi, j'étais en face d'un magasin NAFNAF. Quand, au moment des soldes, ils venaient carrément chercher un camion venait chercher carrément la marchandise et il remenait de la marchandise spéciale solde. Ok. Pas le BHV, mais la Marie Galerie C'est Lafayette, pareil. c'est pareil. Ils retirent les bonnes affaires, ils retirent les bons produits et ils remettent des produits qui ont été fabriqués. Tous les ballots de. Ça n'a pas la solde. même texture, le tissu, c'est pas le même, la maille des produits, c'est pas le même. Donc, c'est vraiment de la trappe Et nigo. Hein. moi, je vais vous rassurer quand même, la grande distribution marge comme si elle n'était pas en solde. Oui. Ouais. Ça, c'est important. Oui. C'est bien. Ouais. Elle ne ferait pas si gros bénéfices sinon. C'est ça. Donc, nous venons de voir donc, les impacts sur les commerces de proximité. On a vu également l'absence d'implication des élus locaux. J'ai oublié de rajouter aussi, c'est qu'avec leur principe de solde, que ce ne sont pas des vrais soldes, c'est eux qui avancent les dates des soldes, si vous voulez. Parce qu'ils ont un business à faire avec les soldes. C'est-à-dire qu'un commerçant, nous, on est dans des régions où si la période s'est un peu décalée, les soldes, comment ça s'appelle, le commerçant n'est plus libre. Il est obligé de suivre le rythme de la grande distribution. distribution. De la grande distribution, enfin de la grande distribution, oui, de la grande distribution oui. Dans le vêtement. C'est-à-dire que lui, la saison, elle a peut-être démarré, elle a peut-être 1 mois ou 1 mois et demi de retard, et ils sont déjà obligés de solder, alors que c'est leur marchandise qu'ils ont payé à prix fort. Voilà. Et c'est de la marchandise qui n'est pas. C'est une concurrence déloyale. C'est une concurrence totalement déloyale. Donc, je reprends. Donc, on a vu que au niveau local, les élus ne sont pas très impliqués. Donc, il nous reste l'État. Est-ce qu'ils ont un arsenal législatif à leur disposition?
notamment pour lutter contre la construction des mètres carrés illégaux, les implantations illégales aussi, les constructions illégales, parce que c'est ce qu'on voit dans votre livre. Et quelles sanctions ont-ils à leur disposition pour mettre tout ça dans la conformité? Alors, tout l'arsenal est prévu, hein. Ça, ils sont au top de chez top, hein. On prend la loi, on prend comment ils doivent faire, on sait comment ils sont sanctionnés, on sait comment les inspecteurs doivent aller contrôler. Sauf que sur le terrain, ben, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Alors, il faut quand même rappeler que c'est suite au scandale de l'urbanisme commercial, hein, on voyait les valises passer pour les implantations commerciales, que quand Bérégovoy est arrivé… Élus, hein, chez les élus. Oui. Quand Bérégovoy est arrivé, il a dit, bon, ben ça, stop, on va faire une vraie loi contre la corruption et on va durcir les sanctions pénales des infractions de la grande distribution pour que ces sanctions soient dissuasives. Sinon, ça ne sert à rien, hein. Donc, il a mis en place les amendes pénales qui deviennent des sanctions de 5e classe à 1 500 € applicables par mètre carré et par jour d'exploitation. C'est-à-dire qu'il ouvre, par exemple, 500 mètres carrés de surface illicite, mais c'est une infraction un jour, demain c'est un autre jour, demain c'est un autre jour. Elle tombe tous les jours. Un jour, c'est fini. Si vous voulez, c'est comme quelqu'un qui roule en moto, qui roule à 200 à l'heure. La police l'arrête et lui met une contravention. Demain, il repasse à 200 à l'heure. C'est une nouvelle contravention. Ok. Ben là, c'est exactement pareil. C'est des amendes jour. Alors donc, on le voit bien, ben, je ne vais pas vous énumérer toutes les lois qu'il y a pour sanctionner dans l'urbanisme commercial, parce que des lois dans le code commercial, dans le code du commerce, le code pénal, tout y est. Il y a simplement, on appuie sanction, vous allez voir. Ça n'a pas empêché que… Alors, les constructions, c'est dans l'urbanisme commercial et le code pénal. Les exploitations des surfaces de vente, c'est dans le code du commerce et le code pénal. Voilà. Alors, sauf que la réforme des lois des permis de construire. Alors, donc, ils font les lois, ils mettent en face les sanctions, seulement ils mettent des circulaires pour qu'on ne puisse pas appliquer les sanctions. C'est là la ruse. La ruse. Et tout ça, ce sont des circulaires ministériels discriminatoires. Ils interdisent aux contrôleurs d'aller vérifier les constructions et les exploitations illicites. Et c'est écrit noir sur blanc dans les circulaires pour ne pas appliquer les sanctions et les amendes pénales. Et tout ça, c'est fait quand même en violation de la directive européenne service. Parce que la directive européenne service, on lui dit, vous contrôlez, vous allez sanctionner. C'est pour ça qu'on est peut-être les champions des fraudes et des surfaces illicites, parce qu'il y a d'autres pays qui appliquent la directive européenne service. Donc, l'État, ben, il ne contrôle pas les fraudes dans les dossiers. Il ne contrôle pas les fraudes quand elles sont réalisées. Et quand ils vont aller contrôler, les procès-verbaux ne sont pas conformes aux infractions. Donc, je vais vous donner l'exemple de Vitrolles. Vitrolles a déclaré un existant de 10 986 mètres carrés qui n'existait pas. Il dit, voilà, j'ai 10 986 mètres qui n'existent pas. Et après, il va aller demander un permis de construire pour dire que j'ai un existant, que je vais réaménager l'existant. Mais quand il va demander une régularisation, ben là, le permis de construire est refusé. Mais naturellement, la direction de la concurrence et des fraudes, elle ne va pas le dire dans son procès verbal que Carrefour avait fait une fausse déclaration de 10 986 mètres carrés, qu'il a eu un refus de permis de construire quand il a voulu régulariser. Et ce procès verbal tronqué a été déposé devant le procureur de la République. Donc, quand on va à la justice et qu'on se retrouve devant le juge d'instruction, le juge pénal et tout, eh bien lui, le juge pénal, il a dit « Moi, j'ai le procès verbal de la DGCRF, ça me suffit. » Donc, il reste sur le procès verbal tronqué qu'il ne met pas les vraies infractions. Et naturellement, quand on se porte partie civile, il refuse toutes les pièces de preuve des faits réels que les parties civiles apportent. Voilà. Et tout ça dans le but simplement de leur donner la prescription pour qu'ils ne soient jamais recherchés et pour qu'il n'y ait pas d'amende pénale. Et le substitut du procureur, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Dans son réquisitoire,
il va modifier les dates d'achèvement de travaux et ne va pas respecter strictement la loi. Parce qu'il y a une période, la loi qui est en vigueur, comment la loi s'applique, comment les sanctions s'appliquent. Eh bien, le substitut du procureur, il inverse les dates d'achèvement, comme ça, on n'est pas avec les bonnes réglementations. Ça s'affranchit de. Donc, on peut dire que ce soit les élus, que ce soit le préfet, que ce soit les services de contrôle, que ce soit le ministère, nous pouvons dire qu'avec ce système-là, ils ont en plus la justice qui est inféodée au lobby et se moque totalement des parties civiles. Alors, idem à Leclerc-Marignane. Alors, Leclerc-Marignane, il y a eu le non-respect des règles d'urbanisme commercial parce que le plan d'occupation des sols prévoyait des constructions de 30 et 40% de coefficient d'emprise au sol. Il en a fait 60, hein. Ça ne dérange personne. Hein. C'est pareil, il devait respecter les règles du plan de prévention des risques, il n'a pas respecté. Et quand on a porté plainte au pénal, ben, il a eu un non-lieu. Voilà. Donc, dans ces conditions, les sanctions pénales ne sont jamais appliquées. Donc, la loi n'est pas appliquée. Alors, la loi existe. Ah si, c'est bien, bravo. La loi existe. Dommage. Sur le papier. Alors, eux, ils ont ils ont la théorie, mais nous, on a la pratique. Oui, je voudrais quand même signaler dans Leclerc-Marignane, le procureur se permet de te dire, mais il n'y a que ça, vous que ça. C'est oui, il n'y a que moi que ça intéresse, m'a dit le procureur. Voilà, ça c'est grave. En fait, le juge d'instruction. Madame, Nanette, il n'y a que vous que ça intéresse. D'accord. Ça l'affranchit d'aller plus loin. Ben, tout va bien. Ah ben, ça continue. Hein. Ah oui. Et ça va encore continuer, malheureusement. Malheureusement, oui. William, tu as fait signe pour parler, mais tu as coupé ton micro. Donc, si tu remets ton micro, apparemment. Gérard aussi, tu as ton micro de coupé. Si vous pouvez rallumer vos micros, voilà. Oui. Donc, William, voilà. J'avais Super. coupé le micro. Donc, concrètement, quelles actions avez-vous déjà entreprises en tant que représentant ou organisation pour préserver les intérêts des petits commerces face à la grande distribution? Et quels ont été les résultats de ces actions? Merci, William, de cette question. Donc, ça fait 30 ans que nous engageons les procédures, parce que de toute manière, ils n'écoutent rien. Il n'y a que les procédures qu'encore on arrive à être entendu. Donc, nous avons engagé de nombreuses procédures, mais à chaque fois qu'on gagne une procédure, ben, les lobbies interviennent encore pour faire modifier la réglementation. Les députés et les ministres se couchent, hein, parce que moi j'appelle ça se coucher devant la grande distribution, et remodifient la loi, toujours dans le même sens, pour favoriser les implantations de la grande distribution. Et tout ça, naturellement, en violant les droits des fondamentaux des commerçants et des artisans. Parce que la liberté d'entreprendre des commerçants, ils s'en foutent. Leur liberté de propriété d'acheter leur fonds de commerce, ils s'en foutent. Leurs investissements, ils s'en foutent. Hein. Alors ça... Donc, nous sommes intervenus auprès des députés. Donc, nous, l'histoire des députés, nous, ça fait 20 ans qu'on les saisit. Donc, on en connaît un rayon là-dessus. Hein. Et les cabinets ministériels, on leur dénonce les dysfonctionnements du urbanisme commercial. Alors, c'est certain, on obtient des avancées pour faire respecter les droits fondamentaux, parce que c'est surtout ça qui nous intéresse. Hein. C'est surtout respecter la liberté d'entreprendre des commerçants et des artisans. Donc, à chaque fois, on obtient satisfaction, puisqu'on obtient la modification des lois. Mais à chaque fois qu'on a gagné quelque chose, eh ben, rebelote, ils refont des circulaires qui annihilent les effets des lois qu'on avait obtenu la modification, toujours pour favoriser les implantations de grandes surfaces. C'est sans fin. C'est sans fin. Tout à fait. Gérard, il me semblait que tu avais toi aussi une question, donc je te laisse la parole. Oui, oui. Eh bien, Martine et Claude, en demandant un moratoire, quelles sont vos attentes et objectifs spécifiques pour cette action vis-à-vis de la législation sur la grande distribution? Merci. Donc, notre but, naturellement, c'est d'atteindre la garantie de l'application de l'article 1er de la loi Royer. La liberté d'entreprendre s'exerce dans le cas d'une concurrence claire et loyale. Donc, nous, on a déjà réclamé plusieurs fois la mise en place d'un moratoire. Alors, il faut savoir qu'il y a un moratoire qui a été mis en place en 1996. Et puis, il y en avait un qui avait été mis en place
en 1960, quand ils ont commencé à vouloir mettre la taxe sur les surfaces de vente. Donc, ils ne peuvent pas dire que ce n'est pas possible. C'est possible. Donc, avec la mise en place d'un moratoire, cela permettrait de connaître déjà tout le nombre de mètres carrés exploités réellement sur le territoire. Parce que quand vous passez dans le… Comment ça s'appelle? Vous passez dans une commune, vous avez les refus d'autorisation, puis vous voyez que l'autorisation, elle a quand même été ils ont quand même fait l'autorisation. Donc, la première chose à faire, parce que quand c'est refusé, je ne sais pas où c'est comptabilisé. Hein. Donc, la première chose qu'il faudrait, c'est qu'on ait déjà tout le nombre de mètres carrés autorisés et après le nombre de mètres carrés clandestins exploités illégalement. Il faudrait déjà qu'on ait ces deux chiffres. Après, ce qu'il faut faire, c'est le rapprochement entre les surfaces légales et les surfaces non autorisées, d'avoir avec les autorisations déjà autorisées, de savoir qui c'est qui est dans la fraude et qui c'est qui n'est pas dans la fraude, d'avoir les taxes, parce qu'il y a les taxes foncières quand même. Donc, on pourrait faire le rapprochement avec les permis de construire autorisés, appliquer les sanctions pénales, parce qu'on ne fait pas ça pour rien quand même, encaisser les infractions de 5e classe, et à partir de cet état des lieux, connaître les abus de position dominante, parce que ça, c'est interdit par le traité de fonctionnement de l'Union européenne, la France ne l'applique pas. Évaluer les besoins des consommateurs dans les zones commerciales nécessaires à leur approvisionnement, parce qu'à partir du moment où il y a une grande enseigne, ce n'est pas la peine de mettre 36 enseignes qui sont de la même activité, puisque de toute manière, ça ne fait que détruire des emplois. Voilà, c'est ça, c'est création-destruction. Donc, il faudrait peut-être arrêter ce système-là. Rééquilibrer toutes les activités sous toutes les formes pour recréer le dynamisme des centres-villes nécessaires aux habitants, mais aussi à l'attractivité du tourisme urbain, les villes moyennes et les centres-bourgs. Je voudrais bien savoir un étranger qui a connu Paris, qui a connu Marseille, qui a connu les villes et qui revient aujourd'hui, je voudrais bien savoir la réflexion qu'il a. Parce qu'on on se croirait dans Beyrouth parce que c'est entre les travaux, on casse, les magasins fermés, la saleté, la pourriture. Je voudrais la France qui était un phare quand même du commerce et de la joie et du bonheur. Là, vraiment, je ne sais pas à quelle classe on est, hein, à quel niveau on est. Donc, c'est ça, il faudrait remettre l'attractivité du tourisme urbain, les villes moyennes et les centres-bourgs. Et puis, quatrièmement, ça permettait de recréer des centaines d'emplois, des centaines de milliers d'emplois locaux, qualifiés, de la richesse, de l'autonomie locale, les commerces, les marchés, la petite industrie, parce que tous les emplois de la petite industrie qui a été éliminée parce que la grande distribution n'a pas voulu les référencer, alors qu'ils faisaient des produits extraordinaires, la transformation locale, la paysannerie. Voilà nous ce qu'on propose. Hein. Pourquoi on veut un moratoire et pourquoi il faut faire cet état des lieux. À nos dirigeants, les propos. Merci pour votre réponse. Donc, merci à vous. Donc, dans un second temps, je vous propose donc de débuter une seconde vidéo où nous allons parler donc plus précisément de votre association, donc l'association en toute franchise, et de votre combat. Donc, je vais vous poser une première question. Donc, au niveau de votre association, quels sont les principaux objectifs de votre association dans la lutte contre l'implantation des grandes surfaces et de la protection des petits commerçants? Eh bien, je vous remercie de cette question. Donc, c'est toujours pareil. Hein. Nous, on a un seul but. Le but prioritaire, c'est la reconnaissance des droits fondamentaux des commerçants et des artisans. Donc, si nous avons créé notre association en toute franchise, c'est que nous-mêmes, on a été confrontés au problème de dysfonctionnement de l'urbanisme commercial. On a toujours eu pour objectif que la liberté d'entreprendre n'était pas réservée à la grande distribution. La liberté d'entreprendre, comme elle doit s'exercer dans le cadre d'une concurrence claire et loyale, elle appartient aussi aux commerçants indépendants. Et ce qui permet de respecter, si on appliquait justement les équilibres de toutes les formes de commerce, on respecterait les droits fondamentaux des commerçants et des artisans. Puisque eux, quand ils demandent une implantation, ils disent
Mais même le ministre, hein, il le dit, on ne peut pas les empêcher de s'implanter. Mais où ils ont vu qu'on ne respectait pas les droits fondamentaux des commerçants et de la concurrence. C'est eux qui se font comment dire, leur paradis, ou tout ce que vous voulez, hein. Donc, à partir du moment où ils n'ont jamais respecté les droits fondamentaux depuis plus de 50 ans, depuis que la loi Royer a été votée, ils n'ont jamais accordé de droit de recours des commerçants et des artisans dans le cadre des permis de construire de la grande distribution. Contraire aux règles. Donc, les permis de construire peuvent être totalement irréguliers, ils peuvent violer toutes les règles. Le système de contrôle du préfet, on voit bien que de toute manière, ça ne fonctionne pas. Le préfet laisse passer toutes les fraudes. Quand il faut aller contrôler les fraudes, les services de contrôle ne peuvent pas faire les contrôles. Donc voilà, c'était l'objectif, c'est de dire, mais les commerçants indépendants, pourquoi ils ne sont pas défendus alors que on voit bien aujourd'hui qu'il n'y a presque plus de commerçants indépendants, on voit bien que l'utilité des commerçants et des artisans. Et puis après, on a dans nos activités, on a rajouté la défense du cadre de vie parce qu'on s'aperçoit que les consommateurs nous ont dit, mais maintenant, c'est plus possible. Quand vous avez dans une rue, vous avez un boucher, puis après, vous avez 4 magasins fermés. Voilà, c'est disparate, c'est la débandade. Donc, on a rajouté le cadre de vie justement pour défendre cet aspect-là du commerce et pour les commerçants artisans, pour qu'ils travaillent dans l'harmonie aussi, hein. C'est une très, très belle bataille et une très belle implication de votre part. William, tu avais donc une question, me semble-t-il? Il n'y a pas de micro. Non, il n'a pas de micro. Oui, oui, tout à fait. Et donc, en regard de ces objectifs, quels sont les moyens principaux et stratégies que votre association utilise pour tenter d'atteindre ces objectifs? Alors, merci William. Alors, dans un premier temps, on était, comment dire, candide quand on a commencé, hein. On a cru qu'il était simplement facile d'aller voir l'élu et lui dire, mais non, vous allez tuer vos commerçants, oui, vous n'allez pas donner une nouvelle autorisation. Ils sont tellement obtus. Alors, moi, je dis, voilà, la grande distribution, elle doit arriver avec une baguette magique parce qu'un élu, à partir du moment où il a été interpellé par la grande distribution, c'est un autre homme. Il est plus sensible à rien. Donc, nous, on dit, il est touché par la grâce de la baguette magique, il devient imperturbable pour la réalisation de son projet et il reste obtus, il ne veut plus entendre que parler de son projet. Alors, donc vous nous demandiez quelle était la stratégie. Eh bien, par rapport à notre expérience, hein, parce qu'on n'a pas fait qu'un maire, hein, des maires, on a été les voir, hein. Et puisque de toute manière, il ne veut rien entendre, eh bien, il ne nous reste que les procédures. Donc, les commerçants et les artisans ne sont jamais informés qu'il va y avoir un projet. Tout ça, ça se fait en catimini. Les maires, on a vu des maires emporter les permis de construire chez eux, hein. Ils n'étaient même plus au service de l'urbanisme, hein. On a vu des maires qui disaient, on leur demandait de consulter le PLU, ils prenaient le PLU sur leurs genoux, là, et ils nous disaient, mais quel document du PLU vous voulez voir? On veut voir. Eh ben non. J'ai dit, on veut voir tout le PLU. Voilà un peu l'ambiance des maires. Donc, on sait que les maires, on ne peut faire que les procédures. Alors donc, les commerçants ne sont pas informés, puisque tout se passe en catimini entre l'élu et le promoteur. Et c'est qu'une fois que l'autorisation est publiée dans la presse, qu'on est au courant qu'il va y avoir un projet. Donc, si vous voulez, ce sont des projets qui ont 6 mois, 1 an ou 2 ans. Ça fait 2 ans qu'ils travaillent sur le projet. Les commerçants ne sont pas informés. Et ça arrive que tout est bloqué, pas tout est bloqué, tout est finalisé quand c'est publié dans la presse. Donc là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils vous ont donné un délai de 1 mois pour faire le recours. Donc, eux, ils ont pris leur temps, ils étaient à leur aise et tout ça. Et après, vous êtes obligé de cavaler pour pouvoir faire un recours. Ils sont plus de 10 ans en amont sur le projet, hein.
10 ans en amont parce qu'il a fallu acheter les parcelles de monsieur, la parcelle, la maison, le c'est machin, ça. pour arriver à obtenir la, Mm. comment dire, Concrétiser l'achat. la partie foncière, hein. Donc, voilà, donc les procédures. Donc, tout ça, ben, c'est quand même compliqué parce que quand vous arrivez avec un commerçant qui n'a jamais été informé et qui ne connaît pas les pratiques, ça lui arrive comme une douche froide sur la tête et il est obligé d'apprendre tout ça en même Oui, temps. il apprend, mais il est obligé de subir. D'abord, il va subir, il sait qu'il va subir, mais on lui apprend des choses qu'il est à 5 lieues de ça. Donc, je reprends la question parce que je m'éloigne. Alors, quels sont les principaux moyens de la stratégie? Bah, après, on a besoin, c'est de la communication, hein, pour alerter sur le recours contre les excès de pouvoir des maires et des CDAC, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Nous, on n'a pas, comment ça s'appelle, on n'a pas les mêmes moyens que les élus. Après, bon, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a écrit un livre, hein, vous l'avez montré. Donc, on en est à notre deuxième livre, hein, puisqu'on a écrit Seul face aux géants, qui était la partie un peu plus personnelle de notre histoire. Et on a republié 418 milliards pour aller vraiment dans le fond du problème. Après, les émissions de télé, puisque les livres nous permettent de faire des émissions de télé. Et puis après, ben, les actions, c'est les actions qu'on fait avec vous. Donc, on fait des manifestations devant l'Assemblée nationale. On fait des manifestations, nos actions. Et aujourd'hui, on a notre grosse opération. Écrivez à nos députés pour leur demander les comptes. Et le trésorier rappelle que les cotisations, c'est fondamental. Sans cotisation, il n'y a rien. Voilà, les dons, mais on ne reçoit pas d'argent de l'État. Hein. Ah ben non. Alors là, si on avait des subventions d'État, Quelquefois, d'abord, on n'en aurait pas, premièrement. non, mais si, il y a des subventions, mais qui sont prévues, mais Voilà, donc notre opération actuelle, c'est qu'on veut responsabiliser les députés sur le non-respect que la République est indivisible, hein, parce que c'est ça, moi je dis qu'il faut toujours revenir à nos fondamentaux. La République est indivisible, mais on voit bien que toutes les actions du gouvernement, des élus et des ministres, c'est de diviser la France. D'un côté, vous avez tous ceux qui fraudent, qui mentent, qui trichent, qui s'enrichissent illégalement. Et puis de l'autre côté, vous avez tous ceux qui subissent et qui ont à la ruine et qui font des familles complètement ils sont spoliées, obligés de payer. qui sont détruites.